Bonjour à tous, nous allons parler de la conférence de consensus sur la prise en charge du reflux gastro-œsophagien, conférence qui a été éditée par la Société nationale française de gastro-entérologie en décembre 2011. Donc tout d'abord, le reflux gastro-œsophagien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le passage à travers le cardia et vers l'œsophage d'une partie du contenu gastrique en dehors d'un effort de vomissement. Le diagnostic, dans la forme typique, il est assez simple. Parfois, dans la forme atypique, c'est un petit peu plus complexe. Donc c'est plutôt un diagnostic d'interrogatoire. À l'interrogatoire, on va rechercher tout d'abord des signes typiques de reflux gastro-œsophagien. Ces signes typiques, ils sont nombre de 2 et leur seule présence permet d'affirmer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Il s'agit du pyrosis, c'est-à-dire ce sont des brûlures rétrosternales ascendantes, que le patient décrit très bien, donc qui part de l'estomac et qui remonte le long de l'œsophage. Et ensuite on retrouve les régurgitations acides qui sont positionnelles ou non avec ce qu'on appelle le signe du lacet, c'est-à-dire que quand le patient se penche en avant, comme s'il refaisait ses lacets, ça favorise le reflux et il ressent à ce moment-là les régurgitations acides. Ces deux signes permettent d'affirmer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Ensuite, on retrouve des signes atypiques qui soient digestifs, avec plutôt un syndrome dyspeptique, avec une pesanteur abdominale ou des brûlures épigastriques qui peuvent évoquer le diagnostic mais qui ne sont pas spécifiques, et des signes qui sont extradigestifs. Et quand le patient consulte un autre spécialiste ou son médecin généraliste pour d'autres symptômes, pour des symptômes extradigestifs, il faudra, devant certains symptômes, savoir évoquer le reflux gastro-œsophagien. Ces symptômes peuvent être respiratoires, dans le cadre d'une toux chronique ou d'un asthme difficile à équilibrer, peuvent être d'ordre ORL avec une pharyngite chronique, un enrouement, une laryngite chronique pardon, et un enrouement chronique. Ça peut être des douleurs thoraciques et ça peut être des érosions dentaires. Donc à côté de ces signes typiques, signes atypiques, quelle que soit la manière dont se présente le patient, il faudra rechercher les signes de gravité. Signes de gravité, ce sont l'altération de l'état général avec l'amaigrissement, la présence d'une anémie, souvent par carence martiale, qui signe donc un saignement, un antécédent d'hématémèse ou alors une dysphagie, qui doivent faire pratiquer des examens complémentaires assez rapidement afin d'éliminer une cause beaucoup plus grave que le reflux gastro-œsophagien. Le diagnostic peut être confirmé en endoscopie œsogastro-duodénale, qui est l'examen de première intention, mais pas chez tous les patients. Les indications sont en cas de signes d'alarme, donc les 4 signes d'alarme dont on vient de parler, chez les patients qui ont plus de 50 ans et qui ont les symptômes qui débutent après 50 ans, et en cas de résistance ou de rechute précoce après un traitement bien conduit. L'endoscopie recherche essentiellement des complications et effectue des biopsies seulement en cas d'aspect anormal ou de dysphagie. Quels sont les facteurs favorisant le RGO? Alors c'est une bonne question. Les facteurs favorisant le RGO, ce sont tout d'abord la présence d'une hernie hiatale et ensuite tout ce qui va favoriser le passage du contenu de l'estomac vers l'œsophage, c'est-à-dire une béance du cardia par certains troubles anatomiques, des troubles de la motilité œsophagienne et tout ce qui va être hyperpression abdominale, notamment au cours de la grossesse ou au cours du surpoids. Oui, et quels sont les signes positifs de RGO en EOGD? Alors ça c'est une très bonne question puisque, comme on vient de le dire, on fait certains patients qui ont un diagnostic ou une suspicion de diagnostic de RGO, on effectue cette endoscopie et donc il est logique de poser la question qu'est-ce qu'on va retrouver lors de cette endoscopie pour confirmer le diagnostic de RGO. Alors on peut retrouver des facteurs favorisant la hernie hiatale, mais il n'y a pas de signe en macroscopie qui permet de faire le diagnostic de RGO. Ce qu'on recherche essentiellement avec l'endoscopie, c'est rechercher une complication, c'est-à-dire une œsophagite peptique, sévère ou non sévère, et les complications, c'est-à-dire la sténose peptique, l'endobrachioœsophage et la néoplasie. Mais il n'y a pas de signes qui permettent, en l'absence de complications du RGO, de confirmer en endoscopie le diagnostic de RGO. À côté de l'endoscopie, il y a d'autres examens qu'on peut utiliser dans certaines situations.
Il y a la pH-métrie œsophagienne qui permet c'est une sorte de holter de pH, comme on utilise l'holter tensionnel, l'holter ECG. On pose avec de la même manière qu'une sonde nasogastrique, une sonde de pH qui va mesurer le pH pendant 24-48 heures et le patient notera sur un boîtier les moments auxquels il ressent les symptômes de RGO, et en analysant les symptômes décrits par le patient, les moments où il les décrit et le pH au moment où il les décrit, on pourra plus ou moins mettre en rapport le RGO avec les symptômes ressentis par le patient. La pH-métrie, elle est indiquée en cas de symptômes atypiques, isolés, de faible probabilité de RGO ou en préopératoire en cas de RGO non documenté. Donc ça c'était pour la pH-métrie œsophagienne. Et ensuite la pH-impédance-métrie œsophagienne, qui est un examen plus récent et qui permet d'identifier des signes de reflux de manière indépendante par rapport au pH. Et c'est indiqué chez les patients qui ont des symptômes persistants sous IPP double dose, puisque ça permet d'identifier les symptômes en dehors du pH, on peut l'effectuer sous IPP. Ensuite, on peut effectuer une manométrie œsophagienne. Ça, c'est dans le cadre strictement du bilan préopératoire en cas de suspicion de troubles de la motilité œsophagienne. Donc, par exemple, chez un patient qui présente une dysphagie, mais une endoscopie normale. Le dernier examen, c'est le transit œsogastro-duodénal, qui est également effectué dans le bilan préopératoire en cas de volumineuse hernie hiatale. La prise en charge thérapeutique du RGO, l'objectif c'est de soulager les symptômes, c'est de prévenir les récidives et c'est de permettre de cicatriser les lésions. Donc tout d'abord il y a les mesures hygiéno-diététiques. Il y en a 3 qui ont vraiment prouvé leur efficacité. C'est de surélever la tête du lit quand le patient est en décubitus dorsal, de respecter un intervalle de 3 heures entre la fin du dîner et le coucher, et de lutter contre le surpoids et l'obésité qui sont des facteurs favorisants. Il ne faudra pas oublier d'éliminer le tabagisme actif ou passif. Ensuite, en ce qui concerne le traitement médicamenteux, il y a plusieurs médicaments disponibles. Tout d'abord, les médicaments topiques, les antiacides ou les alginates, qui vont permettre de tapisser l'estomac et qui soulagent les symptômes de manière intermittente, qui par contre n'ont aucun effet sur la cicatrisation des lésions. Il y a ensuite les prokinétiques qui favorisent la vidange gastrique mais qui sont très peu utilisés dans le RGO. Les antagonistes des récepteurs H2 de l'histamine ou anti-H2 qui sont efficaces sur les symptômes, qui sont efficaces sur la cicatrisation des lésions mais qui sont inefficaces sur la prévention des récidives. Et d'ailleurs ils sont peu utilisés parce que sur les symptômes ils sont efficaces, mais sur la cicatrisation des lésions ils sont moins efficaces que les IPP. Et donc le dernier traitement ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont donc supérieurs aux anti-H2 pour le soulagement des symptômes et la cicatrisation des lésions, et qui permettent la prévention des récidives, qui sont très bien tolérés. Les effets secondaires liés à la prise d'IPP, il peut y avoir des diarrhées, des céphalées, ce sont des effets secondaires qui sont quand même rares. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à long terme, c'est un traitement qui favorise l'ostéoporose, qui diminue l'efficacité du clopidogrel et qui peut favoriser le développement d'une infection à Helicobacter pylori. Ça, c'est pour le traitement médicamenteux. En cas d'inefficacité, d'échec, on pourra se diriger vers la chirurgie en faisant une phonoplicature partielle ou totale par différentes interventions chirurgicales. Et l'objectif de ces interventions chirurgicales, ça va être de reformer et de consolider la barrière entre l'œsophage et l'estomac afin de faire un passage imperméable dans le sens de la remontée, mais perméable dans le sens de la digestion. C'est assez efficace puisqu'il y a une efficacité entre 70 et 90% sur les symptômes de RGO. Par contre, il faut en informer le patient, il y a des complications potentielles, notamment la dysphagie post-opératoire, si on serre trop, il peut y avoir une dysphagie qui est là dans 5 à 10% des cas, et des symptômes qui peuvent être très embêtants au cours de la vie quotidienne. C'est l'impossibilité de vomir ou d'éructer, la dyspepsie, on appelle ça le gas blood syndrome, c'est les gaz qui sont bloqués dans l'estomac, des diarrhées et des flatulences. La stratégie thérapeutique, elle dépend de la présentation des symptômes du patient, elle dépend de ce qu'on retrouve en endoscopie. Donc, chez un patient qui présente des symptômes
qu'on met en lien avec un reflux gastro-œsophagien, soit il présente des symptômes strictement typiques, aucun signe d'alarme et l'âge est âgé de moins de 50 ans, dans ce cas il n'y a pas besoin de faire d'endoscopie et on traite directement avec les mesures hygiéno-diététiques et par IPP ou par les autres médicaments si les symptômes sont peu importants. Si c'est inefficace, dans ce cas, on prolonge le traitement, mais après être passé par une endoscopie œsogastro-duodénale. Chez les patients qui présentent des symptômes atypiques, des signes d'alarme ou qui sont âgés de plus de 50 ans, on commence directement par l'endoscopie. Soit elle est normale et on traite par IPP ou par les autres traitements, IPP demi-dose et en cas d'échec IPP pleine dose, soit l'endoscopie est anormale, elle retrouve une œsophagite peptique et dans ce cas, on traite avec les mesures hygiéno-diététiques des IPP à demi-dose si l'œsophagite est non sévère et des IPP pleine dose si l'œsophagite est sévère, en sachant qu'il faudra contrôler la cicatrisation des lésions. Pour la prise en charge initiale. Pour la prise en charge à long terme, soit le traitement initial a été efficace et on laisse au patient un traitement donc par IPP s'il était traité par IPP initialement, intermittent et à la demande en fonction des symptômes si ça permet un bon contrôle de lésion, soit en cas de récidive précoce à l'arrêt, on fait un traitement par IPP continu. Les indications de la chirurgie, ça va être les patients qui sont IPP dépendants, c'est-à-dire qui auraient une indication à être traités par IPP au long cours mais qui ne veulent pas prendre de traitement au long cours. Ce sont les patients qui présentent encore des régurgitations gênantes sous traitement et en sachant que la chirurgie ne sera réalisée qu'après endoscopie ou pH-métrie en cas de symptômes atypiques qu'après manométrie œsophagienne en cas de dysphagie associée. Donc en conclusion, le RGO c'est une pathologie qui est très fréquente, la prise en charge est assez standardisée. Il faut bien retenir les symptômes typiques et les signes d'alarme qui doivent faire rechercher une néoplasie associée et toutes les causes qui doivent motiver l'endoscopie en première intention.